Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la saison sur les fluides. Aujourd'hui j'ai envie de commencer par un petit peu de magie, regardez bien. Prenez un tube à essai avec de l'eau à l'intérieur, vous voyez c'est de l'eau, tapez dessus, et tac, transformation en glace instantanément. Bon, je ne suis pas une chaîne YouTube de magie, donc vous vous doutez bien qu'il y a de la physique là-dessous. Et pour expliquer cela, il va falloir parler de changement d'état. Dans l'épisode précédent, nous avons défini les trois principaux états de la matière, le solide, le liquide et le gaz. Chaque élément, atome ou molécule, peut se retrouver sous ces trois états. Il est donc possible de passer d'un état à l'autre, c'est ce qu'on va appeler les changements d'état. Les voici, avec leurs noms entre le liquide et le gaz ou le liquide et le solide. Tous ces noms doivent vous évoquer quelque chose, non ? Il est également possible de passer directement de la phase gazeuse à la phase solide sans passer par l'état liquide, ce qui ajoute deux nouveaux noms. Regardez bien ces noms. Vous ne voyez rien d'étrange ? Et si on entoure ces deux noms ? Toujours pas ? Eh oui, quand on parle de vapeur d'eau qui forme de petites gouttelettes sur une paroi, on parle de condensation, et non de liquéfaction. Le terme condensation en physique concerne le changement d'état du gaz vers le solide. De même, on entend parfois le verbe liquéfier pour un solide qui devient liquide, ce qui est un peu impropre, car la liquéfaction est le passage entre le gaz et le liquide. Après cette légère mise au point, nous pouvons nous demander dans quelles conditions un changement d'état peut apparaître. Dans l'épisode précédent, nous avons vu 4 grandeurs caractérisant un gaz. La pression P, le volume V, le nombre de particules N et la température T. Il est possible d'étendre ces grandeurs au liquide et au solide. Cependant, étudier l'influence de 4 paramètres à la fois n'est pas chose facile. En général, on étudie l'influence de 2 paramètres en même temps. Il faut donc éliminer, ou plutôt en fixer 2. Tout d'abord, nous pouvons nous dire que nous travaillons avec des systèmes dits fermés, c'est-à-dire sans apport ni perte de particules, et donc N est fixé. Il reste alors 3 paramètres. Fixons l'un des deux, par exemple le volume. Il reste alors la pression, qu'on placera sur l'axe vertical, et la température sur l'axe horizontal. Un point sur ce graphique correspond donc à un couple pression-température donné. Mais que fait-on avec cela ? Eh bien, il est possible de tracer, soit grâce à des expériences ou des calculs, les frontières des zones où le composé est stable, comme ceci. Et on peut placer les états ainsi avec l'état solide pour les faibles températures, c'est-à-dire à gauche, le gaz pour les basses pressions, c'est-à-dire en bas, et le liquide entre les deux. Mais vous allez me dire, et sur la courbe, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien dans ce cas-là, les deux phases coexistent. Et vous avez l'habitude que cela arrive, lorsque vous cuisinez avec un couvercle. La vapeur d'eau et l'eau liquide sont en contact. Mais alors, qu'est-ce qui se passe à l'intersection des trois courbes ? Eh ben oui, les trois phases coexistent, et c'est possible de voir de la glace et de la vapeur d'eau en contact. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Ce point particulier, appelé point triple, se situe pour l'eau à 0,01 degrés Celsius, ce qui est tout à fait raisonnable, et à 0,006 bar, soit presque 1000 fois moins que la pression atmosphérique qui est d'environ 1 bar. Pour atteindre cette pression, il vous faudra tout de même une pompe à vide, mais ce n'est pas impossible. Soyez maintenant attentifs aux deux courbes qui vont vers le haut. Celle entre le liquide et le solide n'a pas de fin, d'où les pointillés que j'ai mis. Ce qui n'est pas le cas de celle entre le liquide et le gaz. Il y a un point au bout, ce point est appelé point critique, et au-delà de celui-là, on a affaire à ce qu'on appelle un fluide supercritique, qui n'est ni un liquide ni un gaz, mais quelque chose entre les deux. Cette fois-ci, il est beaucoup plus difficile d'atteindre ce point pour l'eau. En effet, il faut 218 fois la pression atmosphérique et une température de 374 degrés Celsius. Le matériel nécessaire n'est plus simplement une pompe à vide dans ce cas-là. Il est par contre possible d'atteindre plus facilement ce point avec le dioxyde de carbone qui nécessite entre guillemets que 74 fois la pression atmosphérique et une température de 31 degrés Celsius, ce qui est bien plus raisonnable. Maintenant que nous avons décrit ce diagramme, comment peut-on s'en servir ? Eh bien on peut se balader sur celui-ci en modifiant la température ou la pression du système. Par exemple, on peut faire une transformation dite isotherme, c'est-à-dire à la même température, ce qui va correspondre à un segment vertical. Ici, on diminue la pression à température donnée en restant dans la phase liquide. Par contre, si on effectue la même transformation, disons ici, la diminution de pression va entraîner un changement d'état de l'état liquide vers l'état gazeux. On peut effectuer le même type de transformation, mais cette fois-ci dit isobar, c'est-à-dire à pression constante, comme ici où on abaisse la température pour passer de l'état liquide à l'état solide. Ainsi, la connaissance de ce diagramme pour un composé donné nous permet de connaître son état pour une pression et une température donnée, et quand est-ce que l'on va avoir un changement d'état. Si on prend le diagramme de l'eau,
À pression atmosphérique d'environ 1 bar, les températures de 0 et 100 degrés Celsius pour les changements d'état doivent vous être familières. Si maintenant on abaisse la pression, par exemple en allant en montagne, on voit que l'eau va geler au-dessus de 0 degrés et bouillir en dessous de 100 degrés. C'est pour cela qu'il est plus difficile de faire cuire des pâtes en altitude. Si à présent nous fixons la température, alors il faut regarder ce qui se passe lorsqu'on fait varier la pression P et le volume V du système. Dans ce cas-là, pour un changement d'état depuis le liquide vers le gaz, les courbes vont ressembler à cela. Lorsqu'on augmente le volume du système, c'est-à-dire d'aller de la gauche vers la droite, on observe une descente rapide, puis un plateau, et enfin une descente un peu plus lente. Et ceci est toujours le cas en dessous d'une température TC appelée température critique. À la température T égale TC, on a un plateau tellement petit qu'il est réduit à un seul point. Et au-dessus de cette température, il n'y a plus de plateau du tout. D'accord, on a ces courbes, mais à quoi cela va nous servir? Eh bien ce qu'on peut faire, c'est tracer la courbe qui englobe les plateaux, comme ceci. Cette courbe est appelée courbe de saturation, et comme dans le diagramme précédent, elle distingue les phases. Le liquide sera à gauche, le gaz sera à droite, et dans la région au milieu, on aura une zone où les deux phases vont coexister. Cette région intermédiaire n'existait pas dans le diagramme précédent. Et donc, ce diagramme va nous donner des informations supplémentaires, et notamment nous dire quelle est la fraction de liquide et de gaz que nous avons dans le système en fonction de là où on se situe sur le plateau. Et au-dessus du point critique C, que se passe-t-il? Eh ben, on retrouve effectivement le fluide supercritique, comme dans le diagramme précédent. Ainsi, ce diagramme à température fixée permet de visualiser le changement d'état le long d'une courbe, ici en l'occurrence c'est un plateau, où la fraction de liquide et de gaz évolue le long de ce plateau. Mais vous allez me dire en quoi tout cela explique la vidéo du début. Eh ben, ça l'explique pas vraiment. Revenons plutôt à l'expérience en elle-même. Qu'ai-je fait pour faire geler de l'eau instantanément? J'ai pris de l'eau déminéralisée, c'est-à-dire de l'eau pure, contrairement à celle du robinet ou en bouteille qui contient plein de minéraux, et j'ai mis cela dans un tube à essai. Ce tube à essai a été plongé dans un mélange de sel et de glace pendant 1 à 2 heures. Le mélange sel-glace permet d'obtenir une température bien plus faible, environ moins 15 degrés Celsius, car on abaisse la température de fusion. Entre parenthèses, c'est pour cela que l'on sale les routes en hiver. Revenons à nos tubes. Au bout d'1 à 2 heures, je retire le tube et j'ai toujours de l'eau liquide dedans alors que celle-ci est environ à moins 15 degrés. Et c'est de l'eau pure à pression atmosphérique. Donc si vous vous rappelez du diagramme, c'est censé être dans l'état solide. Mais pourquoi ça ne gèle pas? Eh ben c'est parce que j'ai omis de vous dire que toutes ces courbes que l'on vient de tracer le sont à l'équilibre thermodynamique. Cela signifie que le système ne bougera pas si on le laisse tranquille et que pour l'atteindre il faudra en général un certain temps. Par exemple, si vous voulez cuire des pommes de terre à l'eau, vous allez les plonger dans l'eau bouillante. Mais vous vous doutez bien que le cœur de la pomme de terre ne sera pas à 100 degrés dès qu'elle sera dans la casserole. Il va falloir attendre. C'est pour cela que la cuisson prend un certain temps. Lorsque l'ensemble de la pomme de terre sera à 100 degrés, on pourra alors dire qu'on a atteint l'équilibre thermique, et donc dans ce cas-là, l'équilibre thermodynamique pour la pomme de terre. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec notre eau qui gèle? Eh bien atteindre l'équilibre thermodynamique n'est pas toujours aussi simple que pour une patate. Pour les états de la matière, on peut représenter ceci comme un profil d'une vallée avec une bille à l'intérieur. Le système est dans l'état liquide quand la bille est à gauche, et dans l'état solide quand elle est à droite. Pour une température positive, la bille est à gauche et on ne peut pas monter, donc on ne peut pas passer à l'état solide. Si à présent on descend la température en dessous de 0 degré, alors la courbe va s'inverser. Mais vous voyez qu'il reste une petite bosse à franchir, c'est-à-dire une petite barrière d'énergie, représentée ici par la flèche rouge, que le système ne peut pas franchir. Et donc taper sur le tube à essai et le secouer permet de donner ce petit plus d'énergie pour franchir la barrière. Et une fois la barrière franchie, à un endroit du tube, le reste de l'eau va geler de proche en proche. C'est ce qu'on appelle la surfusion lorsque l'état liquide demeure dans cet état, même en dessous de la température de solidification. Vous pouvez essayer de réaliser cette expérience chez vous, en mettant de l'eau déminéralisée au congélateur. Par contre, mettez un chiffon ou une éponge sous votre récipient afin d'amortir les vibrations et ainsi éviter de transmettre trop d'énergie à votre eau. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, nous avons fait un peu le tour des états de la matière et des changements d'état. Nous pourrons la prochaine fois nous intéresser au mouvement des fluides et à leur dynamique. N'oubliez pas que vous avez toujours le blog pour des informations complémentaires sur les changements d'état, et les réseaux sociaux pour me suivre et me contacter. Tous les liens sont en dessous de la vidéo.